Bonjour, on se retrouve donc pour un nouveau cours sur les réseaux, donc qui fait partie de la fonction communiquer. En généralité, un petit historique, on rappelle que le mot web vient de la signification toile d'araignée, développée par le CERN dans les années 1989, que le projet WWW, qui veut dire World Wide Web, a été développé donc par des scientifiques travaillant dans les universités du monde entier pour qu'ils puissent communiquer entre eux et échanger des informations et des données. On va parler des différents types de réseaux qu'on pourrait rencontrer. Donc un réseau informatique est un ensemble d'appareils électroniques, ordinateurs, etc., géographiquement éloignés les uns des autres plus ou moins, interconnectés par des télécommunications qui permettent donc de faire de l'échange de données entre eux, le réseau Internet et un réseau de réseaux. On distingue donc trois types de réseaux. Le plus petit réseau qu'on appelle le LAN, L-A-N, donc Local Array Network. C'est un réseau qui est généralement construit dans un bâtiment ou dans un groupe de bâtiments. Ensuite, un peu au-dessus arrive le MAN, qui est le Metropolitan Area Network, donc c'est un réseau métropolitain. Il regroupe donc un nombre de réseaux locaux qu'on vient de LAN, que l'on vient de définir au niveau d'une ville. Ensuite, il y a la plus grande partie qui s'appelle le WAN, donc qui est le Wide Area Network, qui lui est un réseau étendu. Il permettra donc l'interconnexion des réseaux locaux et des réseaux métropolitains à l'échelle de la planète, donc plus ou moins de l'Internet. Dans la topologie des réseaux, représente l'architecture des réseaux, donc elle est définie la disposition géographique des différents postes informatiques des réseaux et des connexions entre ces postes. On distingue trois typologies importantes. La première, qui est la plus répandue, qui est la typologie dite en étoile, les réseaux en étoile. On voit que au centre, on trouve un dispositif qui permet d'interconnecter tous les ordinateurs ou communicants sur le réseau. Donc c'est le point central, donc l'étoile du réseau. Gros inconvénient de ce type de topologie, c'est que si cette partie centrale vient à devenir défectueuse, le dispositif total tombe en panne, aucun ordinateur ne peut communiquer entre lui. On peut rencontrer une deuxième typologie qui est le réseau dit maillé. On voit donc plusieurs dispositifs qu'on appellera tout à l'heure des routeurs, quand on verra tout à l'heure ce qu'est un routeur. Et ces dispositifs permettent donc l'interconnexion entre différents endroits. Par exemple, ici, on a pris l'exemple de ville américaine. Ce routeur de San Francisco envoie une connexion vers Los Angeles, New York, Miami, et puis toutes des villes américaines. L'avantage de ce type de configuration maillée fait que si la liaison entre San Francisco et Los Angeles venait être coupée, par exemple cette liaison est coupée, San Francisco peut quand même communiquer avec Los Angeles en passant par l'intermédiaire de New York, bien sûr, ou alors en repassant par Miami, ou alors en passant par New York, et puis en passant par Détroit et en revenant à Los Angeles. Donc, un réseau qui permet, avec plusieurs routes, de communiquer et de ne pas avoir le problème d'infrastructures défaillantes. Un dernier réseau en bus, qu'on rencontre beaucoup moins parce qu'il devient de plus en plus obsolète, mais il est utilisé quand même dans les réseaux, ce qu'on appelle de terrain. Exemple, le bus CAN, qui est un réseau utilisé dans les voitures pour transmettre toutes les informations entre les différentes parties des organes d'une voiture. Donc on vous dit que chaque nœud est connecté sur le bus, donc c'est-à-dire on voit le bus qui est l'âme centrale, chaque communicant est dessus, et une seule station a le droit d'émettre à la fois. Si par hasard deux stations, exemple prenons cet ordinateur et celui-ci voulait communiquer, communiquent en même temps, on va y avoir une collision de données, et s'il y a cette collision, les données vont être perdues, il va falloir les renvoyer. Donc des bus un peu moins utilisés à l'heure actuelle, mais qui sont toujours présents, par exemple dans les voitures comme je vous disais. Donc ça c'était la topologie étoile, maillé, réseau de bus. Prenons un petit exemple de notre réseau personnel, nous, domestiques, dont le schéma est donné ici. On y voit ici la partie internet, différents organes, différents dispositifs qu'on aurait à la maison, des smartphones, 3 smartphones, 2 PC portables, un PC fixe, une imprimante, un serveur moniteur de température Arduino, ça tout le monde l'a pas à la maison, et puis au centre là, la partie centrale qui s'appelle box 1, box 2 et box 3, qui correspond donc à votre box, et puis box 4 également, qui est la partie qui va aller vers la ligne téléphonique. Donc comment ça se passe ?
eh ben, tout est relié, la plupart des choses sont reliées, soit les appareils qui communiquent donc en Wi-Fi vont être connectés au point d'accès par des ondes Wi-Fi. Ces ondes vont être envoyées en filaire à ce qu'on appelle un switch, donc qui est l'organe central du dispositif. L'ordinateur également sont reliés, eux, par des câbles. L'imprimante est reliée par un câble, le serveur de température Arduino également par un câble dit Ethernet à ce switch. Ce switch envoie tout ça vers un routeur qui va nous permettre de changer nos adresses de dialogue et de passer directement vers un modem ADSL qui va nous communiquer sur la ligne téléphonique pour rejoindre ce qu'on appelle le cloud qui va être l'Internet. On vous dit, ce réseau local se comporte un ordinateur, une imprimante, un serveur de température Arduino relié à la box par des câbles Ethernet, 2 PC portables reliés en Wi-Fi et 3 smartphones par le Wi-Fi. La box permet de réaliser donc un réseau local avec le réseau global extérieur qui est le cloud, donc l'Internet. Il se compose d'un routeur ou d'une passerelle, ce qui est donc ici, routeur ou passerelle, d'un modem ADSL qui permet de passer sur la ligne téléphonique, d'un commutateur ou d'un switch qui permet de relier tous les dispositifs communicants, qui se trouvent ici, et puis d'un point accès Wi-Fi qui permet, lui, de récupérer les informations venant d'appareils Wi-Fi. Tous les éléments communiquent grâce à des trames dites Ethernet, suivant un protocole qui est fixé. Donc, le dialogue se fait à travers des trames qui est une suite d'informations transmises sur les différents supports de communication. Chaque élément terminal possède donc une adresse, c'est-à-dire que tous les gens qui veulent communiquer, que ce soit les ordinateurs, les smartphones, l'imprimante, le moniteur Arduino de température, ont une adresse qui s'appelle une adresse IP, logiquement IPv4, qui veut dire une adresse IP constituée de 4 octets. On appelle ça IP, parce qu'il existe aussi des IP V6 qu'on utilise un peu moins. Si on regarde le tableau d'adressage, donc le tableau d'adressage là représente le tableau d'adressage de notre structure qui est ici. On y voit apparaître le nom des organes. On y voit apparaître deux types d'adressage un peu différents. Un adressage CIRDP, CIDR, excusez-moi encore une fois, qui lui résume ces deux choses qui sont à côté, l'adresse IP, ce qu'on a dit, qui était donc sur 4 octets, écrite en décimale, et un masque de sous-réseau qui va permettre de créer les réseaux et de déterminer la grosseur et taille du réseau. Donc ces deux masques, cette adresse IP et ce masque, constituent une adresse CIDR, excusez-moi, qui dit, donc, regardez, l'adresse est la même au départ, on voit apparaître l'adresse IP, le /24 simplement représente le nombre de 1 qu'il y a dans le masque de sous-réseau en partant du poids-fort. On voit bien que à chaque fois on a 4 octets, et là on a bien 4 x 8, 3 x 8, 24 bits qui sont à 1 pour obtenir les 255, 255, 255. Donc ça c'est le tableau d'adressage. L'adresse IP, donc, comme je l'ai dit, est composée de 4 octets, exemple ici, exemple de poste PC1 du réseau, qui était donc le poste avec une adresse se terminant en 13, qui est ici. L'adresse est un nombre binaire, donc entier sur 32 bits, donc on voit bien qu'il y a 32 bits, puisque à chaque fois il y a 8 bits dans chaque octet, donc ce sont les 4 octets. Si je traduis directement ce 192.168.1.13, donc je vois bien le 192, c'est bien 128 plus 64. Le 168, j'ai 128, etc., jusqu'au 13 qui est ici, donc ça c'est le binaire correspondant. On y affecte le masque est un nombre lui binaire aussi sur 32 bits, commençant par des 1 et finissant par des 0. On voit bien que là, ils vont commencer forcément par des 1 et terminer par des 0. C'est tout le temps dans cet ordre-là. Exemple, le /24 signifie que l'on a 24 premiers à 1 et les 8 derniers à 0. Donc ce qui correspond à, si on fait la traduction en décimale, à 255, 255, 255.0. Le masque sert à trouver l'adresse des réseaux et l'identificateur de chaque poste, c'est-à-dire l'adresse de réseau de base plus le numéro du poste sur le réseau. Pour retrouver l'adresse du réseau, il est simple, on prend l'adresse du poste du réseau et le masque bit à bit, c'est-à-dire si je prends l'exemple, là je prends donc l'adresse de mon poste qui est 192.168.1.13 et je fais un et logique avec le masque de sous-réseau, donc ça va donner 255, 255, 255, 0. Quand je fais un et logique, à chaque fois qu'il y a 2 1, il se reporte. S'il y a par contre un 0, ça ne se reporte pas. Quand je fais le et logique, je vois bien que toute la partie qui se trouve en bas ici va disparaître et est mise à 0, puisque le masque est à 0.
et que toute la partie supérieure, les 24 bits supérieurs, vont recopier le début de l'adresse correspondante de notre poste. Donc, je ressors, en ayant fait ceci, une adresse qui est 192.168.1.0 qui correspond à l'adresse du réseau. Ça, c'est l'adresse de base du réseau. Ensuite, si je veux retrouver cette fois-ci l'identificateur du poste pour savoir quelle est l'identification du poste dans ce réseau, je fais simplement un et logique avec le complément du masque. J'ai pris donc l'inverse du masque. Si vous vous rappelez, le masque, c'était 24 à 1, 8 à 0. Cette fois-ci, je fais le complément, j'inverse. Les bits, toutes les 1 deviennent des 0 et tous les 0 deviennent des 1. Donc je me retrouve avec 24 0 et 8 1. Quand je fais le et logique, cette fois-ci, eh ben, il ne peut rester que la partie inférieure sur le côté droite. Donc les 8 bits de poids faible peuvent apparaître et je vois sortir donc l'adresse du poste qui est le numéro 13. On voit bien 0013. Donc sur ce réseau, le poste qui s'appelait PC1, si je ne me trompe pas, PC1 qui est ici, fait partie d'un réseau qui est 192.168.1.0, ça c'est l'adresse du réseau, et son identifiant sur le réseau est le 00013. Donc voici comment on fait. Ensuite, si l'on arrive, on a un petit exercice là, donc un petit dispositif. On a donc un premier réseau qui se trouve à notre gauche, constitué de 2 postes informatiques et d'un concentrateur, le tout relié par un routeur qui est au centre. De l'autre côté, un nouveau concentrateur, et puis 2 postes informatiques. Les adresses des passerelles de chaque côté du routeur, les adresses de chaque poste. Et la première question qui nous est posée, déterminer l'adresse du réseau local et les identificateurs des 2 postes. Donc il suffit de récupérer les adresses qui sont placées ici, de faire des et logiques avec le masque de sous-réseau et avec le complément du masque de sous-réseau. On voit bien que c'est le même exercice que ci-dessus, puisque nous avons 24 bits A1 dans le masque de réseau. Et donc, on va récupérer directement l'adresse du réseau qui va être donc les 3 premiers octets, 192, 168, 2.0. Quand on va faire cette fois-ci le masque pour retrouver l'identificateur du poste sur le réseau, ça va être avec le complément du masque, on va simplement ressortir le dernier octet. Donc le poste, celui-ci a une adresse qui s'appelle 30, et celui-ci, l'identificateur est le 31. Même opération sur le réseau B qui se trouve sur la droite du dispositif. On voit bien que les masques sont aussi sur 24 bits. Donc l'adresse du réseau est 192.168.3.0 et les identificateurs des 2 postes sont 4 et 5. On remarque bien que les 2 réseaux ne vont pas pouvoir communiquer. Le seul moyen est de mettre un routeur qui va permettre donc d'interconnecter les 2 réseaux puisqu'il n'y a pas les 2 mêmes adresses de réseau. On voit bien que il y en a un qui a une adresse 192.168.2.0 et l'autre a l'adresse ici 192.168.3.0. Ce ne sont pas les mêmes adresses de réseau. Donc, puisqu'ils n'ont pas les mêmes adresses, ils ne peuvent pas communiquer. Donc, entre les deux, on va placer un routeur qui, lui, va dire à l'intérieur, va créer une route qui va permettre de connecter ces 2 réseaux. Et quand une adresse va être envoyée et qu'on va vouloir communiquer avec un PC de ce côté-ci, si ce PC à cet endroit-là, le 31, veut communiquer avec le 5 du réseau d'à côté, il va envoyer une requête, dans le switch, elle arrive au routeur, le routeur étant intelligent, va remarquer que cette adresse se trouve de l'autre côté, dans le réseau de l'autre côté, et va donc passer des informations à travers une route, donc il va réaliser le routage des informations. Un petit exercice que vous allez retrouver dans le devoir à la maison, je ne vais pas le faire ici, donc remplir un tableau suivant, sachant que les adresses de diffusion de broadcast, on vous dit, est la plus grande adresse du réseau, c'est-à-dire que quand on crée un réseau, l'adresse la plus haute, si je prends l'exemple par exemple de ce réseau qui est là, 192.168.3.0, il y a une adresse qui sera 192.168.3.255, quand tous les bits de la dernière partie qui correspondent aux identifiants sont à 1, on appelle ça l'adresse de broadcast, et la plus grande de l'adresse de réseau, et cette adresse, elle, va être envoyée, va permettre d'envoyer, broadcast veut dire envoyer à tout le monde. Quand on va être sur le réseau, tous les participants, qu'ils aient n'importe quelle adresse, quand ils verront passer l'adresse de broadcast, les informations iront à eux également. Et on vous demande de remplir, donc vous avez ici une adresse en CIDR à chaque fois, de donner le masque décimal, donc en fonction de ce qui se trouve ici, l'adresse du réseau, l'adresse de diffusion,
le nombre d'hôtes, ça veut dire le nombre de PC que l'on pourrait mettre sur le réseau en considérant que 2 adresses ne sont pas utilisées, c'est-à-dire l'adresse du réseau de base que l'on calcule, qui sera ici, et la dernière qui correspond à l'adresse de diffusion à tout le monde, qu'on a appelée broadcast. Et puis l'étendue du réseau, donc de quelle adresse à quelle adresse pourra-t-on trouver des postes à identifier sur le réseau. Ensuite, on va parler du mode de communication donc, dans les réseaux. Alors, on applique on peut rencontrer différents modes de communication. Le plus répandu qui s'appelle le mode de communication, client-serveur. Donc, un logiciel client envoie des requêtes. On veut dire, je veux cette page web, c'est-à-dire vous êtes à la maison, vous voulez telle page web, vous êtes donc un client, vous envoyez à un serveur une demande de requête, c'est-à-dire je voudrais telle page. Le logiciel serveur attend les requêtes du client et il y répond. Par extension, le client désigne également l'ordinateur sur lequel est exécuté le logiciel client et le serveur, l'ordinateur sur lequel est exécuté le serveur. C'est-à-dire que votre fournisseur d'accès est le serveur et que vous, votre ordinateur personnel, est le client. Exemple, un serveur web, donc ce qu'on appelle un serveur web, un gros serveur avec une carte Arduino et un shield Ethernet. Donc shield Ethernet, c'est un shield qui vient se poser sur Arduino et qui permet envoie des pages web à un client. C'est-à-dire que on pourrait penser que le dispositif qui se trouve ici, on a une carte Arduino, on a un shield Ethernet dessus, on est relié à un réseau, donc on a placé sur cette partie-là un serveur. Dans Arduino, on a déclaré notre programme étant un serveur, et puis des clients extérieurs viennent appeler l'adresse de ce serveur et lui demander de nous renvoyer des informations. L'exemple serait par exemple ici, on a fait un serveur de température. On a relié donc à Arduino un petit capteur de température qui est ici. On fait l'acquisition de la température et des clients extérieurs. Imaginez, on pourrait placer dans notre lycée cette carte, elle aurait une adresse, et quand on envoie une requête à cette adresse, donc qui serait par exemple l'adresse ici qui est 90 26 170 18, celle-ci nous renvoie simplement une page web dans laquelle on aurait la température instantanée de notre pièce où se trouve le dispositif. Donc ça, c'est les requêtes client-serveur. On a plein de clients, un serveur. Les clients envoient des requêtes au serveur, le serveur leur répond, leur renvoie les informations nécessaires. C'est le principe de l'utilisation de l'Internet. Un deuxième, qui serait le mode peer-to-peer, là c'est un peu différent. Le peer-to-peer, traduction de l'anglicisme peer-to-peer bien sûr, est un mode de communication dans lequel le client est aussi un serveur. Alors ce mode de communication était fortement utilisé il y a quelques années pour faire du téléchargement illégal de fichiers, c'est-à-dire que plein de gens avaient des PC, stocké des choses qu'ils avaient téléchargées illégalement, des musiques, des films, et puis on se mettait en liaison, un poste se mettait en liaison en tant que client sur un autre poste qui lui devenait serveur à ce moment-là, et lui renvoyait les fichiers qu'il désirait recevoir. Donc deux modes de communication, le plus employé client-serveur, et puis le peer-to-peer. Passons maintenant aux équipements de réseau. On vous dit l'infrastructure d'un réseau informatique est composée donc du câblage cuivre ou optique, des matériaux informatiques. Donc on peut rencontrer deux choses pour câbler les réseaux. Ce qui est le plus répandu, qui sont les paires torsadées blindées ou non blindées, qui sont donc des câbles de cuivre, des paires torsadées de cuivre. On voit bien qu'elles sont torsadées l'une sur l'autre. Ces câbles sont des câbles Ethernet, on appelle des câbles Ethernet, qui sont reliés en bout à des fiches qui s'appellent des connecteurs RJ45. Donc on appelle aussi très souvent ces câbles du RJ45. Donc ces paires torsadées sont dans une gaine isolante qui va permettre d'éviter, souvent avec un blindage autour, celle-ci elle n'est non blindée, mais on en rencontre des blindés qui vont permettre d'éviter tous les parasites extérieurs. Le torsader les fils également, il y a un pas bien spécifique de torsade qui permet lui aussi d'éviter tous les phénomènes de transfert d'ondes entre les câbles, et on utilise habituellement deux paires, une paire montante, une paire descendante pour transférer les données. Le débit n'est pas très grand et on va à des distances environ de 100 mètres. Quelque chose peu coûteux aussi, c'est peu coûteux, c'est quelque chose de pas très cher.
Ensuite, on va rencontrer des fibres optiques, elles qui vont être quelque chose de plus coûteux cette fois-ci, qui va nous permettre de dialoguer à plus longue distance, c'est-à-dire à 2 km. Donc elles utilisent pour transférer les données, cette fois-ci, c'est plus des courants électriques comme dans les paires de cuivre, c'est cette fois-ci de la lumière. Donc beaucoup moins de perturbations, plus de problèmes de perturbations, toutes les perturbations électromagnétiques. Là, il n'y aura plus de perturbations. Et puis des distances beaucoup plus importantes, en fonction qu'on utilise des diodes laser ou des diodes classiques, et puis deux types différents qui sont les monomodes et les multimodes en fonction de ce qu'on veut y faire. Donc on va avoir des vitesses et des débits beaucoup plus importants sur la fibre optique, hein. C'est ce que vous entendez à l'heure actuelle, hein, quand on installe des fibres optiques sur les box, avec des débits qui sont beaucoup plus importants. Donc ça, c'était les couches physiques, c'est-à-dire le câblage. Ensuite, quand on veut communiquer, il faut que le dispositif qu'on utilise soit équipé d'un terminal ou de terminaux, hein, au niveau des ordinateurs, au niveau des objets connectés, des imprimantes, de tout ce que vous voulez. Et il doit y avoir une carte d'interfaçage, qui est une carte dite réseau. Dessus, sur cette carte réseau, elle est souvent, celle-ci, c'est une carte interne d'un PC fixe. On va dessus avoir un connecteur RJ45 qui va permettre de relier le câble venant du réseau et d'aller se connecter sur le réseau. Cette carte possède une adresse physique qu'on n'a pas encore parlé, qui s'appelle une adresse MAC, celle-là qui veut dire Media Access Control, qui est, elle, cette fois-ci sur 6 octets, cette adresse MAC, et elle n'est présente qu'une seule fois dans le monde. C'est-à-dire que cette carte réseau a une adresse MAC qui ne peut être trouvée qu'une seule fois dans le monde. Donc quand on va se connecter sur un réseau, il est impossible que une personne ait la même adresse MAC que vous, normalement. Seules les adresses IP sont configurées sur les postes et on pourra avoir les mêmes, ce qui poserait des problèmes. Les adresses MAC n'ont pas ça. Donc si on regarde la constitution d'une adresse MAC, alors comment les constituer? On a dit 6 octets, cette adresse MAC. Les 3 premiers octets correspondent à un code qui dépend du constructeur. C'est-à-dire quand je regarde l'exemple, ces 3 premiers octets qui sont là correspondent à un constructeur qui pourrait être Texas Instruments, je ne sais pas, il faudrait simplement regarder. Je n'ai pas d'idée là, je n'ai pas regardé à quoi correspondent ces codes. Ensuite, les 3 derniers codes, 3 derniers octets, correspondent, eux, cette fois-ci, à l'identifiant de la carte, au nom de la carte. C'est grossièrement le nom de la carte. Et quand on va communiquer donc sur les réseaux informatiques, il va y avoir des trames Ethernet qui vont passer. Et dans ces trames Ethernet, on va voir apparaître l'adresse de destination à qui on veut parler sur le réseau et l'adresse source, c'est-à-dire qui parle. Ensuite, il y aura un type de longueur et puis vont passer toutes les datas qui peuvent faire en tout un grand nombre. Hein. Si vous regardez les bytes, à chaque fois c'est des octets, hein. Byte veut dire octet. On a 6 octets pour la partie destination, 6 octets pour les adresses, 2 octets pour la longueur, 4 octets pour le contrôle. FCS c'est un checksum de contrôle qui va permettre de contrôler s'il y a eu des erreurs dans la transmission. Et en tout, il y a 1518 octets qui vont passer. Donc là, ça va être les données Internet que vous allez faire passer. Soit des données, imaginez vous voulez aller sur Internet des données montantes qui vont être un demande de page ou des données redescendantes qui sont le contenu des pages. Donc on dit que les adresses MAC permettent seulement de communiquer à l'intérieur des réseaux locaux. Si une application veut communiquer avec une station située dans un autre réseau, elle doit utiliser cette fois-ci les adresses IP. Donc ça, l'adresse MAC est intérieure à un réseau local. Alors, un autre appareil qu'on a parlé depuis tout à l'heure qui est dans les réseaux locaux, c'est le commutateur ou le switch. Il a deux noms, le commutateur ou le switch. Hein. On vous dit que les commutateurs ou les switches sont capables de guider les paquets de données à la bonne adresse physique. Les commutateurs se présentent sous forme d'un boîtier intégrant donc plusieurs ports RJ45. Si on regarde celui-ci, il y a une multitude de ports RJ45. Donc ça, si on allait dans le lycée, dans ce qu'on appelle les baies du lycée, on y trouverait plein de commutateurs mis un en dessous de l'autre, avec toutes les prises venant de tous les ordinateurs reliés. Donc on est relié à chaque fois à cette prise, et lui, c'est quelqu'un qui est capable de guider les paquets. C'est-à-dire que si je suis sur un ordinateur qui est relié à la première prise là, et que je veux envoyer une information à un ordinateur qui est dans une autre salle, et qui lui va être relié à cette prise là, à l'intérieur, ce dispositif est intelligent. Quand je vais envoyer ma trame Ethernet, qu'il va recevoir l'adresse de destination, il va avoir à l'intérieur une informatique intelligente qui va lui dire « Ah, je sais que si cet ordinateur possédant l'adresse MAC qui est ici veut communiquer avec celui qui est connecté ici, je vais faire un pont pour transférer les données à celui-ci et ne pas
transférer les données à tous les ordinateurs présents sur le réseau. On vous dit, quand il reçoit une trame Ethernet, le commutateur décode l'entête, donc il va chercher ce qui est en tête de la trame, pour ne pas l'envoyer pour ne l'envoyer que vers le port associé. Donc ça va réduire le trafic sur le réseau. Alors tout ça, puisqu'avant, il existait des commutateurs qu'on appelait pas des switches, mais des répéteurs. On les appelait plus précisément des... alors j'ai perdu le nom, puisqu'on n'utilise plus. Attendez, je suis à la recherche. Alors il y a les switches et plus précisément les hubs. Voilà, on appelait ça des hubs, excusez-moi, de la perte du mot. Donc c'était un hub, et le hub, lui, quand il recevait une donnée sur un port, le renvoyait à tous les autres ports. Donc ça veut dire que quand un ordinateur communiquait avec un autre ordinateur, les informations allaient à tous les ordinateurs du réseau. Donc une occupation du réseau très importante. Avec les switches, il y a quelque chose. Dès qu'on les branche, ils apprennent, ils commencent à apprendre. Au début, ils ne savent pas qui est branché, bien sûr, et à l'intérieur, ils ont un logiciel d'auto-apprentissage. Et une fois que les ordinateurs vont communiquer entre eux, ils vont arriver à repérer qui a quelle adresse, et puis enregistrer dans ce qu'on appelle une table ARP. Cette table s'appelle ARP, en disant, voilà, attention, l'ordinateur là est branché à tel port, tel petit port physique, et quand il va vouloir avoir des trames qui vont aller vers lui, il saura faire les liaisons directement. Donc ça, c'était ce qu'on appelle le commutateur. Ces modules électroniques sont munis d'un microcontrôleur, on vous dit, pour effectuer le décodage des entêtes et des trames Ethernet et de récupérer l'adresse MAC de destination. Il possède également de la mémoire pour stocker les associations. Ce qu'on appelle les associations, c'est adresse MAC, port physique de sortie pour pouvoir faire le guidage rapide. Quelque chose d'important aussi dans le réseau, on en avait parlé tout à l'heure, l'interconnexion entre différents réseaux peut être faite avec ce qu'on appelle des routeurs ou des passerelles. Les commutateurs ne peuvent pas gérer, les commutateurs ne peuvent gérer que les transferts entre équipements du même réseau, c'est ce qu'on vient de voir avant. Sur le même réseau, on se place sur un commutateur. Lorsqu'on doit construire un réseau comportant plusieurs sous-réseaux, c'est-à-dire plusieurs réseaux, on utilise cette fois-ci un routeur. Donc un routeur analyse les trames pour récupérer les adresses IP de destination et de départ et permettre donc le transfert des données entre les réseaux différents. Il détermine également les routes, donc qui veut dire le routage. Pour transférer les informations, il comporte au moins deux interfaces réseau. C'est-à-dire que dans un routeur, si je reprends l'exemple de notre dispositif que nous avions donc ici, dans le routeur, il y a forcément deux cartes réseau, ce qu'on vient de voir, qui permettent de recevoir le premier réseau ou le deuxième réseau, et puis une informatique intelligente qui va permettre de dire quand les adresses viennent de ce réseau-là, et qu'elles ont des adresses IP de ce réseau-là, il faut passer de l'une à l'autre, donc faire l'interconnexion entre les deux réseaux, et router les informations, donc le routage de l'information. Donc ça, ce sont les routeurs. Ensuite, au niveau des réseaux, on a fait des classifications, c'est-à-dire que historiquement, les réseaux ont été classés par trois catégories, suivant l'importance des réseaux. Il y en a même un petit peu plus, vous allez voir. On va définir trois classes, qui sont la classe A, B et C. La classe A, ce sont les réseaux de grande envergure, donc type IBM, ministère de l'Éducation, ministère de la Défense, qui sont des très gros réseaux. Ensuite, on peut rencontrer des réseaux de classe B, qui sont des réseaux de classe moyenne, les universités, les centres de recherche. Notre lycée, par exemple, est un réseau de classe B. Et les réseaux de classe C, qui sont les petits réseaux comprenant moins de 255 machines. Donc, celui qui, chez lui, a une box, a déjà un réseau de classe C. Donc, plein de petits réseaux. L'adressage IP24 est un nombre binaire, donc on vous dit sur 32 bits. Donc, s'il y a 32 bits, il y a 2 puissance 32 adresses possibles, soit 4,29 giga adresses possibles sur le système. Donc, quand on regarde l'adresse IP24, IPv4, excusez-moi, se comporte donc d'un identifiant de réseau suivi d'un identificateur de machine, donc sur les 32 bits, en fonction de la classe dans laquelle on va se trouver, on aura au départ un identificateur de réseau qui va correspondre dans le masque à tous les bits qui vont être mis à 1, et puis un identificateur de machine en fonction des machines qu'on va mettre sur le réseau. Donc si on regarde bien, les classes A, B, C, si on se trouvait dans la classe A, on va revenir au tableau au-dessus. Après, on sait que dans les 8 premières entités, le premier bit est à 0, et c'est un peu spécial. J'ai dit que ça commençait par D1, mais pas forcément. Le premier bit est à 0, ensuite on a 7 bits d'identification, reste derrière 24 bits pour les identificateurs du réseau.
Ensuite, la classe C, les deux premiers bits sont 1 et 0. Il y a 14 bits d'identification du réseau et puis 16 bits pour identifier les autres. Et le classe C, lui, a donc 3 premiers bits qui sont fixés et des identificateurs ensuite sur 21 bits et les derniers 8 qui sont les 8 derniers bits d'identificateurs, dont des ordinateurs sur le réseau ou des autres. Si je reprends le départ, donc on voit bien que il y a déjà un 0 au départ, et ensuite on a 2 puissance 7 possibilités de réseau. Donc on va avoir 2 puissance 7 qui correspondent à 128 réseaux possibles en classe A, qui sur ces réseaux on pourra mettre 2 puissance 24 qui sont les 24 derniers bits machines, donc il va faire quand même 16 millions de machines sur le réseau, ce qui est pas mal. Si on passe en classe B cette fois-ci, on a, je vous rappelle, les deux premiers octets plus les 14 bits suivants qui nous permettent de faire le réseau. Donc on va avoir 2 puissance 14 réseaux avec 16 bits d'autres. Donc si on fait 2 puissance 16, on aura un certain nombre, mais beaucoup moins important que ce nombre-là, hein, si vous faites 2 puissance 16 machines à mettre sur le réseau. Si on se trouve dans un réseau de classe C, cette fois-ci on aura les 3 premiers bits fixés qui sont 1, 0, 0, 21 bits de réseau, donc 2 puissance 21, réseau possible, 2 puissance 8 machines, donc 2 puissance 8 machines qui vont correspondre à 256 valeurs. Attention, je vous rappelle quand même que dans ces réseaux, il y a l'adresse de base du réseau quand on met tout à 0 et l'adresse de broadcast qui est tout à 1 correspond à des machines qui ne sont pas réelles. Il faut enlever donc à chaque fois 2 machines. Ensuite, on va avoir des classes C et D qu'on ne va pas parler. Donc forcément, si on regarde, les réseaux vont être compris dans les adresses 0 à 127. Nous serons, si le premier octet est compris entre 0 et 127, nous devrions être dans des adresses de classe, des réseaux de classe A. Si nous sommes de 128 à 192 de la classe B, notre lycée est en 172, si quelques-uns d'entre vous ont déjà vu quand on rentre des adresses sur les ordinateurs, nous sommes en 172, nous sommes bien dans des réseaux de classe C. Et ensuite, quand on est à la maison, ça va commencer à 192 et ça pourra aller à 224, l'adresse de départ, hein, le premier octet de poids fort. Si vous avez déjà pris l'habitude d'aller adresser votre box pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de sa configuration, par exemple, la box est en 192, 168, 1.0, son adresse est 1.0. Donc c'est bien l'adresse de base du réseau. Voilà pour le cours sur le réseau, donc plein d'informations. Je vais mettre à votre disposition un petit TD pour essayer de comprendre différents mécanismes du réseau. Je vous remercie de votre écoute.